François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Un beau solo de gazou, François, bravo. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Après que j'ai manqué le dernier épisode. C'est ça. Finalement, tu termines ton appendicite, oui? Oui, non, mais c'est pas un appendicite. C'est samedi dernier. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu ma blonde tousser en cachette. Oh, je le sais, je sais pas ce qu'il a pris, là. J'ai dit, j'en revenais pas. Ça fait peur, ouais, j'ai mis en quarantaine là, dans le shed, dans le fond de la cour, avec les poules. Elle fait dire qu'elle trouve ça bien plate, qu'il annonce du gel puis de la neige en fin de semaine, mais je suis quand même gentleman. J'y ai parti le globe chauffant. Oh yeah! OK, tu nous as mis tiré en canne. Ça, c'est nouveau, ça, là. Non, c'est public, Sébastien. C'est public. Sinon, Facebook m'a appris que c'était ta fête hier. Non, c'est pas une blague. C'était vraiment la fête de Sébastien. Oui. Tu te rapproches tranquillement pas vite de l'âge critique du COVID. Lâche pas de man. 36 ans. Puis d'ailleurs, moi puis mon band, Sébastien, on a fait une chanson pour toi. Alors, c'est... J'écoute ça avec beaucoup d'intérêt. Bonne fête, Sébastien. Bonne fête, Sébastien. Bonne fête, bonne fête, Sébastien. Yeah! Wow! Hey, le public, il dort au gaz un peu, hein? Ouais. OK. Ouais, bon. Ouais. C'était mou, hein? C'était mou comme... en tout cas... Pour le public. Hey, puis pour ton anniversaire, Sébastien, à ta charmante famille t'a offert de devenir une vedette TikTok. Puis on peut dire qu'ils ont réussi le pari. Hein? Je sais pas si vous avez vu ça. Avez-vous vu ça, les autres? Le TikTok à Sébastien, c'est vraiment cool. Moi, avec la mise en scène et la chorégraphie, là, c'est venu me chercher. Là. J'ai même ouï dire, Sébastien, que le réalisateur primé et récipiendaire au prix d'excellence en art et culture de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Caron, sont venus en faire une web-série, hein? Avec ta famille. Lui qui cherche des nouvelles muses depuis que ses enfants ont grandi puis sont devenus beaucoup moins attachants. Ouais. Bon, les miens sont grands aussi quand même, tu sais. Il y en a qui le pognent à délai. Sinon, on est un peu déçus je suis un peu déçu que personne n'a remarqué ma nouvelle coupe de cheveux. Hein, personne m'en a parlé. Ah, mais t'as une tuque, François. Oui, mais là, j'ai plus de barbe, puis en tout cas, j'avoue que c'est vrai qu'avec la tuque, c'est pas évident. Ma blonde a ouvert un de ses fameux salons de coiffure clandestins. Ouais. Moi, elle a quand même réussi ma coupe de cheveux, là. Tu sais, ça stoffe, là, ça l'a... Réussi, faut le dire vite, mais en tout cas, avec une tuque, c'est pas pire. Mais mes gars n'ont pas eu cette chance-là. On avait un super plan. Mais selon le témoignage de la dite coiffeuse clandestine, là, il bougeait ben trop et le clipper allait mal. Fait que les gars arborent maintenant la coupe enfant-soldat. Une maudite chance qu'on peut encore lui mettre des trucs. Je voulais vous parler dans le fond, je voulais souhaiter une bonne rentrée à tous mes collègues là, qui réintègrent les écoles cette semaine. Je sais qu'il y en a qui ça stressait beaucoup, c'est pas évident. J'espère que tout est cool pour vous et vos petits cobayes volontaires. Ouais. Alors, parlant de petits volontaires, Sébastien, j'ai une entreprise à plugger aujourd'hui. Ça s'appelle La Mini-Agence, puis la propriétaire, elle se nomme Alice Greffard. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Ouais. Elle offre à la population de la Sarre un service de bouture puis de jeune pousse que tu peux acheter ou je pense même qu'il y en a à donner là s'il y en a qui sont intéressés. Puis elle a engagé sa mère comme jardinière puis son père comme graphiste. Fait que là, on a vu que cette semaine, sa business, elle a pogné un nouveau step-up. Alors, toutes nos félicitations à Alice. Là, on est sûr que ça va fonctionner ton affaire. Alors, c'était mon éditorial. Merci. On est comme un peu obligé d'applaudir, on dirait, maintenant. Hein?
Ouais, ben non, mais ça met de la vie là, dans le studio. Alors, c'était ça. C'était mon intro, Sébastien. Oui, là, maintenant, on est rendu à la nouvelle. Tu me dis si je prends trop de place. Hein? On est rendu à la nouvelle capsule là, en direct sur Facebook. Alors, on va accueillir. Qu'est-ce qui se passe là? Les survivants en live Facebook. Oh yeah! Je pense que tu as eu comme... Hey, salut Sébastien, on est en direct sur Facebook. Hein, on va essayer de faire... Je pense que tu as eu un trop long break entre le dernier épisode et celui-là. Hein? Oui, puis j'ai fait une petite pièce cet après-midi. Fait que là, je suis en forme au bout. Puis là, dans le fond, on fait notre petit en direct là, sur Facebook. Puis, on essaie de faire ça. Hein, pour les gens qui nous attrapent pour la première fois, là, on va essayer de vous faire des petites surprises comme ça pendant nos enregistrements, histoire de vous présenter c'est qui qu'on a ce soir. Sébastien, toi qui n'arrêtes pas de parler depuis le début de l'émission, je te laisse continuer en présentant nos invités. Là. Ouais, aujourd'hui, à l'épisode 12 des survivants, on a Cassiopée Bois qui va venir nous parler de littérature, puis elle va peut-être nous faire un petit poème. J'ai fait une demande spéciale. Je sais pas si elle va accepter, parce que je manquais de poésie un peu dans ce show-là. Moi, je pourrais te faire un petit trame de guitare là, par-dessus ça. Est-ce que tu pourrais me laisser parler pendant que je fais mon vrai? Ça deviendrait du slam. On serait full 2020. C'est vrai, ça serait en mode, ça. Vas-y, Sébastien. Après ça, il y a Frank Beauvais qui va venir nous parler de... Lui, il est le directeur général de RNC Média en Abitibi-Témiscamingue. Puis il va nous parler un peu de comment notre émission a un impact majeur sur les revenus financiers de RNC Média. Ça a l'air qu'on le rentre dans le corps. Là. Tu sais, c'est ça où les rires entendent. Ils sont là. Alors, encourage-les pas, toi. Puis on a déjà un de nos chouchous là, qui revient, je pense, pour la 3e fois. Ça se peut-tu? La 3e fois. Ouais, hein? Oui. Ouais, fait qu'on a Michael Plamondon qui vient nous parler de quelque chose. On sait pas c'est quoi. Il est rendu tellement... Ouais, mais du scorbut! Oui, entre autres. On n'a pas de commentaires partout. Alors, sur ça, si vous n'êtes pas plus bavard que ça, public Facebook, on vous quitte là-dessus. Puis surveillez l'émission. L'émission 12 là, devrait sortir aux alentours de la fin de semaine. Samedi en fin de semaine. Alors, c'était les survivants en live Facebook. Ça, on aime tellement notre thème qu'on est rendu qu'on le fait 2 fois pendant un épisode. Fait que là, tu nous parles-tu notre premier invité? Ah oui, donc. Oh que oui, écoute ça mon ami. Cette chanson, elle est pour toi, elle parle d'amour et d'aventure. Oh. Yeah. Oh. Je pense qu'elle aime ça. Alors, aujourd'hui, j'ai un aveu à vous faire. Je suis un rat de bibliothèque. J'en ai peut-être pas l'air de même, mais c'est ça. Je lis un livre après l'autre. Oui, Sébastien, il fait signe que j'ai l'air d'un rat de bibliothèque. En tout cas, by the way, je lis un livre après l'autre. J'ai eu des périodes, surtout la période universitaire, disons, où ça me tentait plus de lire. J'en avais comme plein mon casque des lectures obligatoires. Fait qu'il y a eu un temps mort, mais depuis quelques années, ça a repris de la place dans ma vie. Beaucoup la lecture. Puis en plus, je suis même pas vraiment environnementale parce que je les achète le plus souvent. Je les emprunte même pas. Même si je travaille à 2 pas, même dans une bibliothèque quasiment. Mais en tout cas, j'aime ça, avoir des livres. J'aime ça les acheter, les recevoir, l'odeur des livres neufs. Je les achète aussi parfois... quand ils sont déjà usagés, puis ça aussi, j'aime ça. Puis, je les accumule, là, des fois, ça s'empile, mais parfois aussi, je les donne au suivant, tout simplement, ou je les prête, puis ils reviennent jamais, puis ça me dérange pas parce que les livres, c'est fait pour ça. C'est fait pour voyager. Puis là, avec la situation actuelle, le shipping est un peu plus lent, disons, parfois. Fait que je me disais, je vais vraiment manquer de lecture. Puis on a beaucoup de temps pour lire. Donc, je me cherchais une solution. Et la solution, je l'ai trouvée c'est grâce au réseau Biblio. Dans le fond, le réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Je vous le dis au complet pour que vous puissiez ensuite aller taper ça si jamais vous voulez vous abonner au prêt numérique. Dans le fond, c'est gratuit pendant toute la période du confinement. Ça prend 2-3 minutes.
s'inscrire et tu deviens abonné, puis tu peux emprunter des livres en ligne. Et puis, dans le fond, tout dépendant ce que tu utilises, là, un ordinateur, un téléphone, une tablette, une liseuse, il y a différentes applications. Mais j'ai trouvé aussi sur le site internet de la ville de Rouen, de la bibliothèque de Rouyn-Noranda, ils ont fait toutes les procédures pour accompagner les gens qui seraient peut-être moins à l'aise avec la technologie là, à installer l'application. Mais une fois que la démarche est faite, c'est assez simple. Puis là, ben, tu peux réserver plein de volumes gratuitement. Tu peux tu peux en louer 3 en même temps. Tu peux en réserver aussi. Parce que même si c'est en ligne, là, ces bibliothèques-là achètent quand même les volumes, puis sont pas à l'infini, là. Il y a un nombre X. Donc, depuis le début du confinement, j'ai à peu près lu 10 à 12 romans. C'est pas une compétition, là, mais je voulais juste vous montrer que comme j'arrête pas de lire. Je fais juste ça, pratiquement, de mes soirées. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des petites critiques littéraires. Je vais finir aussi avec un coup de cœur qui est pas récent, mais qui reste quand même un coup de cœur. Puis, pour bien clôturer, c'est sûr, je vais lire un poème que j'ai pas composé, mais que j'ai trouvé dans mes recherches. Fait que je lis beaucoup du chick lit, là. C'est simple à lire, tu te casses pas la tête, puis ça permet de relaxer. C'est une des principales raisons pourquoi je lis. Mais pour aujourd'hui, puis j'ai bien fait parce que je suis entourée de gars, j'ai fait des petites recherches différentes. Puis je suis allée... je me doutais bien que si je vous parlais de chick lit à soir, j'aurais pas... des grands fans au niveau de mon auditoire. Fait que j'ai fait des petites recherches pour lire quelque chose de différent puis pouvoir vous en parler. Fait que j'ai trouvé un livre de Boukhar Diouf. C'est un livre qui est classé humour. Puis moi, Boukhar Diouf, je l'aime beaucoup déjà d'avance. Je trouve que c'est un excellent vulgarisateur. Il apporte toujours des sujets scientifiques, mais avec humour. Il fait des métaphores qui sont tout le temps drôles. Puis à chaque fois qu'on l'écoute ou on le lit, c'est sûr que tu apprends des choses. Fait que j'ai lu avec beaucoup de plaisir un livre qui s'appelle « Rendez à César ce qui appartient à César ». Premièrement, je me suis tout de suite sentie interpellée par le livre. Je m'appelle Cassiopée Bois, fait que ça doit être de mon nom, mais j'aime les arbres. Des fois, là, je leur fais même des câlins. C'est un peu gênant de l'avouer aujourd'hui, mais comme ça me fascine, les arbres, je les aime. Fait que... j'avais aussi appris quelque chose d'intéressant au travers un projet, la forêt numérique à Rouyn-Noranda. Il s'est inspiré de recherches qui avaient été faites à l'université sur la communication entre les arbres, au travers des racines. Puis dans le livre de Boukhar aussi, il parle au travers de la sudation, là, la transpiration, entre guillemets, des feuilles qui pourraient comme transmettre l'information aux autres arbres de leur forêt. Fait que moi, ça me fascine. Là. Fait que dans son livre, Boukhar, il aborde certaines de ces recherches-là, mais il y a aussi beaucoup de réflexions inspirantes sur l'immigration, sur la quête identitaire, sur l'intégration, puis la condition humaine, sur l'évolution humaine, puis aussi, il parle beaucoup des aînés. Donc, je trouvais que c'était approprié dans le contexte actuel de lire quelque chose dans ce sens-là. Puis, lui, c'est les contes qu'il apprend, puis de sa culture, de son pays, ça vient d'intergénérationnel, ça vient des aînés. Fait que si tu veux lire un livre où tu vas rire, tu vas apprendre des choses, tu vas te laisser porter par la poésie, l'humour du conteur, ben c'est sûr que c'est un bon choix de livre. C'est assez court aussi, 140 pages environ, ça se lit super facilement. Prochaine critique, c'est un livre de Joanne Seymour. C'est Le goût de l'élégance qui est paru aux éditions Libre Expression. C'est son 9e roman, mais moi je la connaissais pas du tout. En fait, c'est apparu dans les parutions récentes sur l'application, donc je lis beaucoup de choses. Je me suis laissée tenter par ça. Elle écrit surtout du polar, du roman policier, mais c'est pas ce genre-là. Ça, c'est un court roman d'un autre style qui est plus classé dans un roman sentimental, mais qui est pas comme chick lit, livre de plage, là, disons. C'est un livre qui, comme 240 pages, je l'ai lu en une seule soirée. C'était mon premier livre sur l'application, puis j'ai été bien surprise de l'avoir déjà terminé.
c'est trompeur un petit peu un livre numérique, hein? Tu n'as pas l'épaisseur du livre, tu vois pas les pages aller. Fait que ça se lit super bien, puis c'est un roman, qui veut rendre hommage aux libraires, au métier de libraire. L'intrigue se passe dans une librairie, puis il y a toutes sortes de personnages qui arrivent, qui sont des références drôles aussi. Puis le personnage de Simone, elle veut comme changer de vie, puis elle est écœurée de sa vie, qu'on pourrait dire. Puis elle pense même à se suicider, tu sais, elle l'évoque dans quelques pages, mais c'est pas un roman qui est lourd ou sombre, mais elle va rencontrer des personnes qui font vraiment la différence dans sa vie, puis ça, je trouve que c'était vraiment touchant. C'est un court roman lumineux, facile à lire. Finalement, je voulais vous parler d'une série de livres, c'est ça qui date, mais qui reste un coup de cœur pour moi après toutes ces années. C'est la série de Bruno Blanchet, La frousse autour du monde. C'est 4 tomes. Le premier, je pense que ça date de 2004, là, ses premières chroniques. C'est des chroniques qui paraissaient dans la presse. Puis ils ont été assemblés dans des livres, puis avec des images, des photos, des notes personnelles, puis des manuscrits. C'est vraiment drôle. C'est un tourne-page. Tu veux juste lire une chronique après l'autre. Puis j'étais contente de le découvrir une fois qu'il avait été sorti en livre. Comme ça, j'avais pas besoin d'attendre parce que c'était vraiment... c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire. Ça fait voyager, puis d'une autre façon parce que Bruno Blanchet, il arrive tout le temps des affaires pas possibles. Fait que je voulais aussi vous lire un extrait de ce livre-là, mais finalement, c'est tellement plein de sons, d'onomatopées, de parenthèses que je l'ai essayé à voix haute, puis ça sortait pas aussi bien, tu sais, c'était pas aussi drôle. Fait que vous avez pas le choix, là. S'il y a un livre que je vous conseille d'acheter ce soir, c'est ce livre-là, La frousse autour du monde, tome 1 à 4. Le tome 1, j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais le tome 4, il finit bien aussi, sauf que là, si tu veux savoir tout ce qui se passe entre les deux, tu dois acheter le tome 2 et 3 également. Et pour terminer, j'en lis pas souvent, mais je vais vous faire une petite lecture d'un poème. C'est très court. La poésie, ça n'a pas besoin d'être long pour être touchant. Fait que c'est un poème du recueil Quelque part de Joséphine Bacon. Et ça va comme suit. Les aurores rouges sont jalouses de l'éclipse qui a fait le tour de toi. Une pensée m'envahit, vacarme d'un soir de bar. Une mélodie chante mon souvenir. Le passé me rattrape. J'ai oublié comment rêver. Mon cœur a perdu la cadence des raquettes. Je me suis laissé apprivoiser. Je suis au bout de moi. J'écoute tes larmes. Comment te consoler? J'aimerais chasser ta souffrance, t'offrir le sourire d'une étoile. Voilà! Wow! Wow! C'était beau! Oui, c'était beau. J'ai 2 questions suite à ça. J'aimerais, je les pose les 2 en même temps, puis je te laisse après ça répondre. Est-ce que, c'est quoi ton opinion sur les livres audio? Parce que j'ai commencé ça, là, moi, cette semaine, là, parce que j'avais j'ai un petit peu la même maladie que toi, là. J'aime beaucoup la lecture, mais peut-être pas autant, là. Puis j'ai découvert les livres audio, il y en a un paquet sur l'application là, Idio là, de Radio-Canada. Puis, c'est que ça, c'est ma première question. Je veux savoir ce que tu en penses. Puis, la deuxième question, c'est pourquoi que quand les gens deviennent à travailler dans une bibliothèque, ils arrêtent d'appeler ça un livre puis ils appellent ça un volume? OK. Première question. Dans le fond, les livres audio, j'aime vraiment ça. J'en écoute aussi. Comme je consomme beaucoup de balados, mais ça va être plus quand je fais d'autres choses, genre du ménage, etc. Puis je peux écouter en même temps. Quand tu tournes la pelouse? Ouais, tourne la pelouse en écoutant un livre audio. Oui, ça pourrait se faire. Ça va être dans mes projets sur ma to-do list cet été. Mais ouais, j'adore ça. Puis c'est le fun parce que c'est souvent des comédiens qui viennent le lire, là, qui font la lecture. Fait que, tu sais, il y a vraiment une intonation. Puis c'est encore plus facile de se faire l'idée de l'histoire. Fait que ça, pour les gens qui aiment peut-être moins lire, ça donne accès quand même à des belles histoires, à un univers qui est riche. Pour les livres et les volumes, je pourrais pas te donner de vraies réponses non plus. Hey, alors, merci. Je sais pas s'il y en a d'autres qui avaient une question. Gênez-vous pas, là. Frank. Non,
Je trouve ça intéressant que tu me dises que tu sois capable de lire un livre de 250 pages dans une soirée. Une soirée, ça veut dire combien d'heures à peu près? 3 heures, 4 heures? 3 heures? 3 3 ans. heures, mettons? OK, non, mais c'est bon parce que j'écoutais un documentaire cette semaine sur l'esprit de Bill Gates. Et Bill Gates lit un livre à 150 pages à l'heure à peu près. Puis il semble-t-il qu'il est capable de mémoriser 90% du contenu. Et les gens qui lisent rapidement puis qui mémorisent le contenu sont des gens qui sont d'une façon supérieure intelligents, semble-t-il. Donc, bravo. Si tu es capable de lire rapidement... Je me sens vraiment flattée. Je ne savais pas que ça pouvait être associé. Bill Ouais, Gates, C'est vrai qu'il y a du monde. Il y a du monde aussi qui disent que Bill Gates, c'est un reptilien, hein? Fait que fais attention aussi à ce que tu dis. Il est capable de mettre du réseau cellulaire dans des vaccins. entre autres. C'est ça. C'est le bout, ça. Là. C'est ça. Ouais. Non, mais ça donne le goût de la lecture. Fait que merci, Cassiope, tu as rempli ta mission. Moi, je sais pas, depuis une couple d'années, on dirait que j'ai de la misère à prendre le temps de m'asseoir puis de lire un livre. Fait que le livre audio, pour moi, c'est comme un peu une façon de détourner parce que je vais à Rouen, par exemple, j'ai comme un 45 minutes, 50 minutes d'auto, je me pars un livre audio, tu sais. Je vais à Montréal, j'écoute un livre audio, mais de m'asseoir et de lire un livre, on dirait que c'est con. Je pense que c'est la faute à Netflix. J'ai comme plus le temps, on dirait, alors que c'est moi qui décide ça, là, tu sais. Mais C'est ça clair, me manque. mais avant de dormir le soir, c'est beaucoup mieux quelques pages de livres qu'une série sur Netflix, là. Je pense que Donc, c'est un peu ma Mais moi, j'ai façon une de voir. question qui a l'air un peu bizarre. Qu'est-ce que tu penses du monde qui lit sur le bol de toilette? Ben, Non, moi, il y a j'ai plein de monde qui lit... ouais, c'est ça. J'ai lu des romans complets pour une toilette, moi. Ben, les livres de Bruno, j'étais pour dire ça tantôt, les livres de Bruno Blanchette, là, ils sont vraiment bien. Tu les laisses sur le couvert de la toilette, puis quand tu vas faire ton petit travail, c'est juste parfait, c'est juste la durée que ça prend, comme on dirait que c'est vraiment fait pour ça. Peut-être, mais moi, je ne l'ai pas lu là, je vous le dis. Là. Moi, quand je commence à lire un livre, je m'installe confortablement pour pouvoir aller au bout de ma faim. Fait que tu sais, tantôt, tu disais que Et t'aimais pas le... dans un... mettons, un bain, parce que là, il a refroidi, c'est que tu ne pourras pas le finir dans le bain, ou... non. Tu sais, tantôt, tu Non, mais disais que... si je... Vas-y. Tu disais tantôt que tu aimais l'odeur des livres, que tu aimes aussi que les livres voyagent. Si jamais Michael te prête un livre, là, en tout cas... Mais je sais pas si ça te fait ça, Cassiope. Moi, parce que moi aussi, j'ai de la misère à trouver le temps là, pour le faire parce que tu sais, j'ai du temps comme tous les autres, mais on a tout le temps 2000 projets. Fait que j'ai moins le temps, mettons, de lire que dans ma période pré-enfant. Mais ça me fait encore ça, tu sais, quand je lis, là, je deviens un peu obsédé. Là, j'ai beaucoup de misère à passer comme à autre chose. Là. Fait que moi, je lis pas aussi vite que toi, fait que ça va me durer tout le temps 4 ou 5 jours, mettons, là, parce que j'essaie d'en lire ici et là, mais des fois, là, je me couche super tard puis je deviens comme obsédé. Ça m'allume beaucoup, moi, de lire un livre, puis enfin, je vis des petits deuils. Ah, ça, c'est clair. Là. Des fois, quand je lis une série, surtout, là, tu t'attaches au personnage, puis il y a un petit deuil à chaque fois, mais ça doit être un peu pour ça que je me dépêche à en recommencer un autre après pour me réattacher à des nouveaux personnages. Mais j'avoue que le 10-12 livres, là, je suis sans enfant et célibataire, donc j'ai du temps libre. Puis, ouais, des fois, mettons, le moi-même, si je termine une série dans un style, je peux, je deviens comme un peu frustré, comme un gars qui vient de se faire laisser. Là. Je pourrais pas relire un autre livre dans le même style. Tu sais, si, mettons, je lis un livre avec des Vikings, je pourrais pas relire un deuxième livre avec des Vikings parce que je vais le comparer puis je vais comme être choqué après en partant. Je suis un peu bébé même. Ouais, c'est spécial dans ta tête, hein, quand même. Ouais, un peu. Ouais. Je vis pas ces émotions-là. Désolé, là, on n'est pas pareil en tout point. C'est quoi ta position par rapport à... Tu sais, on parle des médias traditionnels qui sont en perte de vitesse, par exemple. Le livre est un média traditionnel aussi d'une certaine façon. Tu sais. Tu parlais de toucher le papier, sentir le livre, comment c'est une expérience qui est complète, mais qui se perd un peu à travers les générations. Tu sais. Moi, j'ai un gars de 16 ans, je l'ai pas vu souvent rouvrir des livres, là, vraiment pas. Je suis obligé de me battre avec presque. C'est quoi ton opinion là-dessus? Ben, mon opinion, premièrement, je pense qu'il faut vraiment commencer jeune. Tu sais, on le dit tout le temps, mais la lecture, moi, j'ai commencé ça très jeune, puis juste plus que je lisais, plus j'avais de la facilité à lire, puis tout ça, ça s'enchaîne.
Puis à un moment donné, faut pas que ça soit une corvée. Fait que tu sais, pour susciter l'intérêt puis garder l'intérêt des jeunes, faut que ça soit dans le plaisir. Puis tu sais, les livres obligatoires puis tout ça, je suis pas dans le domaine de l'enseignement, mais des fois je trouve que ça peut ajouter quelque chose qui fait que si on est obligé, on n'a pas envie, tu sais, laisse les élèves choisir un livre, le livre qu'ils veulent avec, tu sais, peut-être un choix restreint, mais ça pourrait aider. Puis moi, je sais bien que là, je suis contente, je peux profiter du prêt numérique puis d'avoir de la lecture parce que je peux pas vraiment en acheter comme j'en veux, puis je peux pas en emprunter à la bibliothèque non plus, mais quand ça va être un peu redevenu à la normale, je vais recommencer là, à lire du livre réel. Fait que je pense que c'est par les expériences en bibliothèque aussi, les heures du compte, c'est d'initier vraiment jeune pour c'est un peu ça l'idée que j'ai de ce médium-là, de ce média-là. Oui. Hey, merci beaucoup, Cassiopée. Si jamais il y a un célibataire qui nous écoute et qui est intéressé à se faire lire de la poésie, contactez-nous et Cassiopée est disponible là, sur notre chaîne Les Survivants. Là, c'est tout le temps merci, Sébastien. Podcast. Hey, on passe-tu à notre deuxième invité? Oui. Mon ami, notre ami, hein, le gars qui est venu le plus souvent aux survivants à date, c'est lui qui remporte la médaille. Alors, Michael Plamondon. Michael Plamondon. Fait que tu sais, quand on vous dit que François, il y a un petit déficit d'attention, là, vous voyez la preuve ici, hein? J'ai mis ben ça, c'est moi. C'était pas. Ok, c'est correct. Bon, on va y aller comme ça, là, tu sais. Ah non, je suis désolé. C'est juste qu'il reste peut-être plus de place à M. Beauvais à la fin de l'émission. Ah oui, on connaît maintenant les trucs pour te farmer, tu vas voir. Ah ouais, wow. Je peux fermer mes écouteurs aussi puis juste partir sur un monologue, malgré que Kylian a un pouvoir incroyable. Oui, c'est ça. On va pas le sous-estimer. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, après la dernière chronique où que je vous avais parlé de ma grand-mère, là, après ça, je dis, bon, de quoi que je vais vous parler? Puis là, on avait parlé un peu sur Messenger, vous m'avez dit, j'aimerais ça parler de monde qui se perdent, qui sont isolés, puis de parler de ça. Puis tu sais, moi, j'ai une histoire qui me fascine depuis, je pense que j'avais genre 12 ans qu'après moi que j'ai entendu parler de ça. C'est Gilligan? Ben, c'est Gilligan comme qui vire mal, là, okay. C'est comme ouais, ça passe pas bien. Puis là, M. Grenier a déjà entendu parler de la fameuse expédition de Franklin dans le nord canadien. Oui. Tu sais, faut se replacer un peu dans l'époque, là, tu sais. Depuis le 15e siècle, là, mettons, là on est rendu au 19e siècle, là, en 1846 pour être précis. Puis depuis le 15e siècle, on cherche à trouver une nouvelle voie pour se rendre en Orient. Là. Souvenez-vous vos cours d'histoire. Là. On essaie de trouver une nouvelle passe. Là, il y a un gars qui s'appelle Christophe Colomb qui s'est comme un peu fourvoyé, qui pensait la Terre était ronde puis qu'on pouvait se rendre en Orient en passant par l'océan Atlantique. Il avait comme pas pensé qu'il pouvait avoir un continent entre les deux. Puis c'était nous autres. Et depuis ce temps-là, dans le fond, on essaye de trouver le fameux passage du Nord-Ouest. T'sais. Ça fait que le passage du Nord-Ouest, ça serait de contourner, dans le fond, le Canada par le Nord, tu sais. Et là, on a un problème dans le Nord, c'est qu'il y a de la glace, tu sais. Et les bateaux avec de la glace, tout le monde qui a écouté Titanic sait que ça va pas bien, tu sais. Rencontrer avec un iceberg, tu sais. Jack en a fait ses frais, tu sais. Ça fait que... Et il n'est pas le seul. Il y a eu des centaines d'expéditions pour réussir à essayer de trouver le passage du Nord-Ouest. Et ils ont beaucoup, souvent, malheureusement, mal tourné. Mais l'expédition de Franklin a vraiment quelque chose de fou parce que, dans le fond, jusqu'encore à cette année, il y a encore des gens qui tentent de percer le mystère de l'expédition parce que elle est devenue un peu légendaire à cause de la femme du fameux Franklin qui, elle, après parce que là, je vous casse pas de punch, mais ils ont fini par disparaître finalement de cette expédition-là. Ben, elle a passé le reste de sa vie à essayer de faire jouer ses contacts pour essayer d'envoyer des gens retrouver son mari qui s'était perdu. Puis là, on parle de plusieurs décennies de temps et c'est devenu une espèce de légende. Et encore aujourd'hui, les lois maritimes modernes disent que si tu trouves une épave, elle est à toi.
Et l'expédition Franklin, c'était quelque chose de fou parce qu'on était comme dans le début de l'industrialisation et l'expédition Franklin, c'est fourni par les Britanniques. Et les Britanniques, eux autres, dominent vraiment les océans. En fait, on dit à cette époque-là que le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Tu sais, vous avez tous déjà entendu probablement cette maxime-là. Et c'est vraiment immense. Et ils dominent les mers. Et ça va durer jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale où finalement, les États-Unis vont finir par prendre un peu leur place. Et on est vraiment dans l'apogée de l'Empire britannique. Et ils sont vraiment fou, là, tu sais, côté industrialité, tout ça. Et ils vont monter 2 bateaux comme au top de la technologie de l'époque. Puis là, tu sais, je vais vous décrire ça un petit peu, c'est que je l'ai décrit là. En gros, c'est des bateaux à voile. C'est que là, on pense aux bateaux dans le temps, là, en bois avec les voiles, tout le kit. Mais là, on va les upgrader. Là, fait qu'on va leur faire une espèce de coque en acier pour torcher la glace. Là, des genres de brise-glace au main. Là, on cogne du métal dessus la coque de bois pour réussir à faire ça. Et on va installer 2 moteurs de locomotive dans la base du bateau pour avoir un genre de système de propulsion avec des hélices. 20 chevaux. Donc là, ça vous donne une idée, si vous comparez aujourd'hui, la tondeuse, les torches, là, ça fait que, mais c'était 20 chevaux à l'époque, c'était fou, là, c'était le top de la technologie. C'est des anciens bateaux de guerre, qui étaient armés avec des mortiers, qui étaient prêts à se battre, et on va ajouter un système vraiment incroyable à l'intérieur, c'est-à-dire un système de filtration de l'eau pour désanaliser, ça se dit vraiment mal ça, désanaliser l'eau, parce que pour faire fonctionner le moteur à vapeur, fallait de l'eau qui n'était pas salée. Ça fait que là, on prenait de l'eau d'océan, on la désanalisait pour faire fonctionner le moteur à vapeur pour pouvoir avancer quand il n'y avait pas de vent. Ce qui était vraiment top de technologie. Là, à l'époque, là, on se pensait comme les bigs. Et là, dans le fond, c'est ça, on monte les bateaux, puis c'est un peu bizarre, à l'époque, on montait les bateaux, on montait l'expédition, on montait tout le système technologique, puis après ça, on se disait, bon, trouvons un équipage. Et là, on va chercher le capitaine qui va mener ça. Et là, on va spotter un gars qui est vraiment bon, qui est allé au sud de l'Australie, qui est allé en Antarctique, qui a failli rejoindre le pôle sud, là, qui a fait des expéditions. Et le gars va nous dire non. C'est là qu'on va faire comme, OK, c'était notre numéro 1, mais là, finalement, ça y tente pas comme trop. Donc, on va aller voir un autre gars. Le gars va nous dire non. On va en voir un 3e. Mais là, ce 3e-là qu'on va aller voir, le problème, c'est que c'est un Irlandais. Puis, tu sais, pour la Royal Navy, qui sont eux autres qui organisent l'expédition, un Irlandais, tu sais, ça a mauvaise réputation. Malheureusement, les Irlandais, c'est des catholiques, ça bouille. Puis, tu sais, ça paraît mal, là, envoyer un Irlandais à la tête d'une expédition de la Royal Navy, tu sais. Ça fait que là, on va tourner vers un autre gars qui s'appelle James, l'Irlandais, c'est un gars qui s'appelle Francis Crozier. Puis, tu sais, ça, c'est comme un personnage important dans l'histoire, Crozier, là, ça fait que je vais y revenir plus tard. Mais on va se tourner vers un autre gars qui va s'appeler James Fitzjames. James Fitzjames, tu sais. Et là, lui... Ses parents ne l'aimaient pas. Ben oui, hein, c'est comme... c'est comme si on m'a rappelé mon oncle à mon oncle, tu sais, ça paraît comme un peu... Mais j'avais un professeur qui s'appelait Gaétan Tanguay au secondaire. Puis, tu sais, non, mais là, je dis ça, puis là, je me dis, il est encore en vie aujourd'hui. Puis, tu sais, c'était un professeur exotique, un artiste incroyable. Mais Gaétan Tanguay. Mon grand-père nous a tout le temps dit qu'il a connu un Richard. Je sais pas si c'est vrai. Mon grand-père est un peu comme Sébastien, là. Tu sais jamais s'il niaise ou pas. Ben, tu sais, ça se peut. Mais il paraît que les Johnson aux États-Unis arrivent tous d'un gars qui s'appelait John, qui a décidé de changer son nom de famille pour s'appeler. Puis, tu sais, vu qu'il voulait pas être trop reconnu, ça s'appelait John Johnson. Je sais pas si vous comprenez. Puis là, tous les Johnson aux États-Unis descendraient de ce gars-là. En tout cas, bon, ça c'est peut-être une histoire comme Sébastien, puis c'est pas vrai du tout. Puis c'est un pas vrai, un jour. Je te reparlerai tantôt. Parle pas François là-dessus, okay. Là, il aime ça, ces affaires-là. Là. On va partir. Mais pour revenir à James Fitzjames, là, finalement, ben lui, il était trop jeune. T'sais, on voulait un gars d'expérience, un gars qui pouvait avoir une allure. C'est que finalement, le 5e choix, là, on est rendu au 5e choix, on va tomber sur un gars qui s'appelle John Franklin, qui va finir par donner son nom à l'expédition Franklin. Un gars un peu vieillissant, il a déjà fait une couple d'expéditions dans le Nord. Il est connu surtout pour avoir fait des batailles navales, mais tu sais,
pour la Royal Navy, là, ça paraît bien d'avoir un gars qui va prendre le contrôle, puis qui est là pour longtemps, le mâle alpha, un peu, comme un peu des présidents américains, puis on voit un gars vieillissant, un peu croulant, mais ouais, c'est ça, là. Et c'est un peu ça qui va arriver, il va y avoir beaucoup de ces décisions qui vont être remises en question durant l'expédition, parce que il est pas, on le met à la tête d'une expédition super technologique, mais on prend un boomer de l'époque là, pour le mettre à la tête de ça, là, ça fait que ça paraît comme pas très très bien. Donc, on apprête ces deux navires-là, qui sont le HMS Terror et le HMS Erebus. Puis les deux sont quand même reconnus parce qu'entre autres, ils ont fait des expéditions dans l'Antarctique, ça fait qu'au sud, pas dans l'Arctique, dans l'Antarctique. Puis ils ont fait quand même des grandes choses, puis on va justement les équiper pour ça. Ils vont partir dans le fond avec un système de chauffage, comme je vous disais, parce que le système qui servait à purifier l'eau chaude servait aussi de système de chauffage. Fait qu'on avait emmagasiné du charbon pour presque 3 années, dans le fond, dans ces navires-là. Il y avait une bibliothèque, ça fait que Mme Cassiope, il y avait une bibliothèque de plus de 1000 livres à l'intérieur des navires pour passer le temps. Des érudits. En fait, vraiment des encyclopédies, pour que les gens puissent observer ce qu'il y avait autour d'eux autres, aller les consulter. Parce qu'il y avait des phénomènes à l'époque qu'on ne comprenait pas, comme, mettons, on savait le champ magnétique qui existait, c'est que les boussoles existaient, mais on ne comprenait pas le concept. Si vous savez un peu le magnétisme, le principe, c'est que plus qu'on s'approche du nord, moins c'est précis, parce que justement, le pôle magnétique se retrouve à être là, ça se retrouve comme à trouver en rond. Fait que, il y avait plein d'ouvrages scientifiques qui étaient en lien avec ça pour aider les gens rendus sur place quand il y avait des affaires qui bug, dans le fond, à essayer de les comprendre. Il y avait environ 3 ans de conserve dessus le navire. Puis ça, c'était comme un concept un peu bizarre. On a dit, t'es dans un bateau, mais à la place de pêcher puis te rendre juste sur place, on va tout mettre la nourriture qui est nécessaire pour l'expédition. Puis là, on s'attendait que ça allait prendre 3 ans de traverser le Canada par le nord. Parce que là, on ne connaît pas le chemin. Et là, on suppose qu'à un moment donné, on va comme se tromper de chemin. On va rester pris, on va hiverner sur place et on va repartir. Et au bout de 3 ans, on va finir par trouver le chemin qu'il y a pour traverser, puis on va l'avoir cartographié. Il y a 110 hommes pour faire avancer les 2 navires et 24 officiers qui freinent les directions, dont nos fameux Crozier, Fitzjames et Franklin. En gros, Crozier, lui va se retrouver avec le capitaine, même s'il était le premier choix, va se retrouver avec le capitaine d'un navire qui s'appelle le Terror, qui lui est super connu en passant. Hein. Le Terror, en fait, il est devenu des pièces de théâtre, des films, tout ça, parce qu'avec un nom comme Terror, ça fait un peu winner, mais le vrai le vaisseau chef, en fait, c'était l'Erebus, et lui, son capitaine, c'était Fitzjames, puis le chef de l'opération, c'était Franklin. Bon, globalement, il faut se rappeler qu'il y a 3 gars, puis le plus important, c'est Franklin. Ça fait qu'en 1845, au mois de mai, ils partent, là, c'est le début de l'été, c'est qu'ils partent de l'Angleterre, et leur objectif, c'est dans le fond de traverser l'Atlantique. Là, on traverse, c'est ceux-là qui sont en audio, vous ne comprendrez rien, mais on passe par le nord, finalement, de l'Atlantique, et on essaie d'aller se ravitailler au Groenland pour ensuite passer dans le paquet d'îles qui forment aujourd'hui le Nunavut d'aujourd'hui. Ça fait que si vous avez une petite carte dans ma tête, il y a un paquet d'îles dans le nord du Canada, là. Puis le Nunavut aujourd'hui, dites-vous, qu'en superficie, c'est grand comme l'Europe au complet. Ça fait qu'en Europe, on a un peu moins d'1 milliard d'habitants. Nous autres, aujourd'hui, on a le Nunavut, il y a 35 000 personnes qui habitent là. C'est un chapelet d'îles un peu réparties partout. Il n'y a personne qui habite là. Puis dans le temps, il y avait encore moins de monde là-bas. Là. Mais il y avait des Inuits pareils. Mais dans l'équation de l'homme blanc anglais, c'est comme s'il n'y avait personne. Ils ne connaissent rien, ces gens-là. On organise l'expédition en se disant, nous autres, on va passer ce chapelet d'îles-là. On n'arrête pas en chemin, ça va bien aller. Et il décolle en mai 1845. Ça fait que ils se rendent finalement jusque dans le nord. Et là, finalement, ils arrivent dans le nord du Nunavut moderne. Et là, finalement, ils hivernent là pour la première fois avant de rentrer dans le chapelet d'îles et d'îlots qui se retrouvent à être là. C'est qu'ils se laissent prendre par les glaces. Et c'est un peu l'objectif finalement des caissons de métal qui enjambent les navires, c'est de laisser se faire prendre par les glaces. Et là, arrive ce qui devrait arriver finalement, c'est que tranquillement, il y a des membres de l'équipage qui meurent. Et là, c'est là que tantôt on parlait de scorbut, toutes choses comme ça. On meurt pas tout de suite du scorbut. Hein. Tu sais, souvent, on a eu l'image du prof d'histoire qui compte qu'on perd nos dents, puis on perd nos cheveux, puis nos ongles, tout ça. Le scorbut, c'est une carence.
c'est que c'est long à instaurer. Tu sais, c'est que c'est pas une question de semaines, de mois ou d'années, tu sais, et en fait, c'est plus une question justement de mois et d'années que de question de semaines. C'est que, tu sais, quand tu meurs du scorbut, c'est long, tu tombes, t'as l'air pas frais au début, puis à la fin, tu meurs. Tu sais, c'est pas comme tu meurs, là. C'est que la première vague, il va y avoir des morts, mais c'est pas du scorbut, ça va être de la tuberculose. Parce que, tu sais, les navires sont mal aérés, on est à l'intérieur, les maladies se propagent, puis on comprend pas encore trop de concept des maladies, tu sais. Vous savez qu'il y a 5-6 hommes qui vont mourir cet hiver-là, on s'en fait pas trop. C'est quelque chose de normal quand on fait une expédition qu'il y ait des gens qui meurent, tu sais. Ça fait qu'ils meurent, on s'en débarrasse à la façon Navy, on les met dans des cercueils, on les sac à l'eau, et voilà, c'est fini, tu sais. Puis on avait prévu le concept, là, tu sais, on était prêt à construire des cercueils sur place pour se débarrasser des hommes, c'était bien prévu. Et finalement, on est dans le nord comme du Canada, et là, on va redescendre vers le sud en se disant les eaux vont prendre plus de temps à se refroidir là-bas. Et ça, c'est l'erreur qu'ils vont faire incroyable, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rentrer, dans le fond, dans une espèce de baie. Aujourd'hui, c'est la baie qui est à l'ouest de ce qu'on appelle l'île du roi Guillaume. OK? Et là, eux autres, il y avait comme un objectif, il fallait qu'ils se rendent à un endroit qui avait déjà eu une expédition avant, qui leur avait dit que là, l'eau il avait l'air d'avoir une ouverture vers là. Il avait l'air d'avoir une ouverture. Ça fait que, ils se rendent jusque-là en pensant qu'il va peut-être avoir une ouverture, mais là, ils vont descendre jusqu'au sud, et finalement, il n'y a pas d'ouverture là, c'est une baie. Ça mène nulle part. Et là, ils vont remonter vers le nord. On est rendu genre au mois de septembre, et là, le canal par lequel il était rentré, il est gelé. Tu sais, eux autres sont prêts, là. Eux autres sont là pour 3 ans. Ça fait que hiverner une fois de plus, c'est pas la fin du monde. On s'installe là, on passe l'hiver là, on convertit les bateaux genre en chalets du Nord. Et ce qui est un peu étrange, c'est qu'on rentre pas en contact avec les Inuits sur place. Parce que là, dans les contes Inuits qui vont être relatés par les années suivantes, tout le monde ne parle que des caves blancs qui se sont venus s'installer là puis qui ont passé l'hiver là, mais toute la gang sont d'accord pour dire le fait qu'ils sont jamais venus parler. Ça fait que t'as comme des voisins qui sont installés là, qui sont comme bon, ok, qu'est-ce qu'ils font là? Bon, ben, ils viennent pas nous voir, on va pas les voir. Puis, il aurait pu lui demander des petits conseils peut-être sur comment pêcher, comment chasser, comment... Ben, exactement. Mais eux autres ne vivent que sur leurs conserves, ne vivent que sur ce qu'ils ont à l'intérieur. Puis, tu sais, c'est des hommes blancs, sont hot, tu sais, pas besoin des petits autochtones sur place d'aller les voir. On est bien, tu sais, ça va bien. Et dans le fond, le porte là-bas. Excuse-moi, juste une petite seconde. Oui, François, t'avais-tu dit à Michael que c'était une chronique de 5 à 7 minutes qu'on lui demandait de faire? Ouais, ben là, ça va bien. Je suis rendu comme à la première tiers. Il est sévère, le producteur. Moi, je moi aussi, là, j'adore ça, mais on voit que c'est un prof du secondaire et qu'ils ont des périodes d'1 heure et quart, eux autres. Hein? Tu sais, il est formaté 1 heure et quart. Moi, ça arrête pas, là, tu sais. Il y a mon accroche ça. On pourrait faire une suite, peut-être, dans le prochain épisode. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Oh, ben oui. Hein, on va couper ça. Non, OK, on va aller. Il commence à mourir, le Seb, là. OK. Ben là, ça commence à mourir, genre là. Ben pas là, dans 30 secondes. Parce que là, dans le fond, au mois de mai 1847, ils ont ce qu'on appelle un cairn. Un cairn, c'est quoi? C'est un gros tas de pierres où les explorateurs vont mener des petits papiers pour les expéditions qui vont venir après. Et là, lui, ils vont laisser un message, en gros, qui se résume par « tout va bien ». Là, on a perdu une vingtaine de membres d'équipage à cause du scorbut qui a commencé à s'installer tranquillement durant le second hivernage. Après ça, ben, tu sais, il y a tuberculose, c'est du monde qui meurt un petit peu, mais tout va bien. Et tout va se mettre à déraper quelques jours plus tard quand Franklin va mourir. Parce que là, il y a une genre de malédiction qui va s'abattre sur l'équipage et les officiers supérieurs vont se mettre à mourir. Là, j'aime pas l'expression, là, mais ils vont se mettre à mourir un après l'autre sans qu'on sache trop pourquoi. C'est un peu une genre de malédiction qui s'abat sur le navire. Et là, on comprend pas pourquoi les membres d'expédition meurent un après l'autre, puis là, ça se touche surtout les officiers. Ça va prendre presque 150 ans avant de trouver pourquoi c'était les officiers qui meurent, mais il y a une explication scientifique derrière là. Ben, tu sais, si tu veux qu'on se lève sur un punch, c'est ça, là, les officiers qui meurent. Franklin va mourir pas longtemps après ça, tu sais, ça... Pourquoi les officiers sont morts? Alors que normalement, ils devraient prendre les meilleures cannes de conserve, eux autres? Ben là, je peux me rendre jusqu'à la fin. Si vous voulez savoir pourquoi ils sont morts, faut qu'on se rende jusqu'à la fin. Là, oui, vas-y, on n'a pas le choix de dire. En gros, ben là, eux autres, Franklin va mourir, et là, le chef d'expédition meurt, et là, il va avoir une espèce de
de mutinerie qui va se passer à l'intérieur parce que Crozier, qui était le chef dans le fond du terror, est comme le gars le mieux placé pour prendre l'expédition, mais dans l'ordre de hiérarchie, ce serait Fitzjames qui devrait la prendre. Là, ça brosse un petit peu et finalement, ça va faire qu'ils vont rien faire pendant 1 an. Ils vont rester pris dans cette espèce de baie-là. Ils vont pas sortir, les décisions se prennent pas, ils restent pognés là et ce qu'on sait, c'est que historiquement, dans le fond, c'est que la baie va jamais dégeler. C'est qu'ils vont rester pris là, ils seront jamais capables de revenir vers le nord. C'est qu'ils avaient comme été chanceux finalement cet été-là quand ils étaient rentrés, mais ils pourront jamais ressortir. Et là, ça va nous mettre en 1848. Ça fait qu'en 1945, ils sont partis avec 3 ans de vivre. L'été 1848 arrive, et là, eux autres, ça fait 3 ans qu'ils sont incapables de trouver ça. Et là, si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, il y avait ce qu'on appelait la Hudson Bay Company, qui était quelque part dans le sud, qui, eux autres, exploitaient les peaux de castor et ces affaires-là. Et là, eux autres vont avoir l'idée de dire, on va partir du nord, et on va descendre jusqu'au sud, rejoindre, dans le fond, les forts qui se retrouvent à être au nord, les plus au nord du Canada, puis ça va être notre voie. On part par la voie terrestre. Et tout le long de ça, jamais ces gars-là vont se dire hey, on va aller voir les Inuits pour leur demander de l'aide. Tu sais, eux autres, ils se disent on va réussir. Et là, ils embarquent tout le matériel qu'ils peuvent sur des bateaux de sauvetage et ils décollent, dans le fond, sur la banquise et ils avancent. Et là, à ce moment-là, il reste environ là, 50 membres d'équipage. À peu près la moitié de l'équipage a été décimé. Et là, ils partent vers le sud en rampant. Et là, imaginez. Ces gars-là sont pas du tout prêts à marcher, ils sont mal habillés, ils sont faits pour être sur des bateaux qui sont chauffés, ils traînent des poids sur leurs épaules. Là, imaginez ça, les 50 gars amarrés, là, comme des chiens de traîneau qui traînent leur petit stock. Ils apportent des affaires vraiment inutiles, parce que là, on va retrouver les bateaux plus tard, ils ont apporté des livres, ils ont pas apporté du stock de survie. Là, eux autres, c'était pas des survivants. Là, c'est vrai que les autres, ils ont apporté plein d'affaires. Et là, tranquillement, les gars finissent par mourir d'épuisement sur la glace, mourir un après l'autre. Ils abandonnent un navire, ils continuent. Et là, s'installe un phénomène qu'on appelle la cécité des glaces. Parce que, imaginez une glace blanche durant l'été, un soleil plombant, les gars deviennent tous aveugles. Et là, ils vont passer les derniers kilomètres à avancer sur la glace complètement aveugle, à tourner en rond. Il y en a qui meurent, ils finissent les dernières conserves, ils n'ont plus rien à manger. Et là, l'idée vient de « je vais mourir de faim ». Mais Johnny, il est mort, là, 5 minutes. Je vais manger Johnny. Et là, on va retrouver des traces de dépeçage, de découpage de viande. Ils vont se manger entre eux autres. Tout ça sous l'œil des Inuits qui regardent aller sur la banquise en faisant quoi? Mais voyons, eux autres. Tu sais, ça donne pas le goût d'aller les voir. On s'entendait, là, tu sais. Et là, les Inuits, eux autres, regardent aller. Et le dernier témoignage qu'il y a, dans le fond, des Inuits, parce que là, plus tard, dans le fond, il va y avoir un paquet d'expéditions, comme je vous dis, qui vont être financées par la femme de Franklin, qui vont essayer d'aller les retrouver, puis les autres vont aller voir les Inuits, vont dire, vous avez-tu vu des Blancs passer? Puis ils vont dire, oh oui. Et là, les derniers, mais dans le fond, il reste comme, à la fin des décisions des Inuits, il reste 4 gars décharnés qui marchent sur la banquise en tournant en rond son ombre, puis en se rendant nulle part, qui vvont finir par mourir de faim, de soif. C'est un peu... Ouais, c'est freak, là, tu sais, c'est comme... Tu veux pas être le dernier qui est tout seul sur la banquise qui vient de manger son chemin. Il va y avoir des films là-dessus, ça se peut pas, là. Il y a des séries, des documentaires qui commencent à sortir, là. Fait que je pense que, tu sais, c'est quelque chose que probablement dans 4-5 ans, on pourrait se reparler et avoir vraiment beaucoup d'autres infos. L'info sort beaucoup parce qu'ils ont retrouvé les navires, si je me trompe pas. Exactement, là. C'est que là, c'est ça qui a changé, c'est qu'en 2019, dans le fond, au printemps dernier, on a retrouvé les épaves. Et là, pour cet été, dans le fond, on va aller explorer les épaves. Et ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est que la cabine du Terror est complètement intacte. Et ce qu'on suppose, c'est qu'ils auraient coulé le Terror pour être sûr que personne ne le prenne, les méchants Inuits. Puis, tu sais, ils ont coulé puis ils ont scellé la cabine du capitaine, ils ont coulé le navire. C'est que là, à l'intérieur, probablement qu'on a plein de réponses aux questions. Et là, comment? La boîte noire. Quand ils vont trouver la boîte noire, tout est enregistré là-dedans, là. Ben, tous les échanges entre les navires, puis tout le kit. Mais, tu sais, en gros, ce qui est un peu... qui est arrivé, ce qu'on suppose, c'est que pourquoi les officiers sont mis à mourir en premier, c'est que justement, il y avait accès, eux autres, aux canals, il y avait accès aux affaires, et dans le temps, les canals, ils étaient scellés au plomb. Et ils se seraient intoxiqués tranquillement au plomb, et ils auraient fini par mourir à cause de ça, à force de manger des canages faits avec du plomb, tandis que les autres qui mangeaient les galettes secs qui avaient été entreposées, qu'on s'est fait décrire dans nos cours d'histoire, qui se faisaient manger par les vers, puis l'eau croupie, tout ça, ben, eux autres s'en sont sortis quand même mieux,
tellement avec un petit peu de scorbut, mais ceux-là qui pensaient avoir la petite bouche fraîche, toute bien canée, ben, sont morts intoxiqués au plomb. Puis là, tu sais, moi, j'ai comme une morale dans cette histoire-là, tu sais. Ben, moi, je m'en allais vers quelque chose. Tu sais, l'exploration du passage du Nord-Ouest, ça a été fait en se disant, hey, on a des bonnes technologies, tout ça, tu sais, des bateaux qui fonctionnent au charbon, tout ça. Et finalement, ben, ça a causé, la technologie a causé leur mort, là, tu sais. Et là, vous voyez un peu vers quoi que je m'en vais. Là, aujourd'hui, tu sais, on assiste à un autre phénomène. Le passage Nord-Ouest, il est en train de dégeler, là. Puis en fait, il tombe libre d'eau passablement souvent dans l'année. On va l'avoir eu avec la pollution. Ben, c'est ça. C'est avec, tu sais, le charbon qui les a menés à l'expédition, finalement. Aujourd'hui encore, c'est une des ressources fossiles les plus utilisées. En fait, c'est une des énergies les plus abordables sur la Terre, puis une qui est le plus utilisée. Ben, c'est en train de faire fondre de la glace. Et cette technologie-là qu'on utilise, ben, est en train de nous mener à notre fin. C'est qu'on est tous des Franklin, des survivants, des Franklin qui errent sur notre glace, pensons que notre technologie va nous aider. Et si on écoutait les Autochtones qui nous disent qu'on s'en va vers notre perte, puis tu sais, pensons aux pipelines là, dans l'Ouest canadien qui nous disent, tu sais, si on écoutait leur sagesse, ben peut-être qu'on va éviter ce que les équipages de Franklin ont vécu, qui sont morts sur cette glace-là agonisant. Ben, c'est vraiment le fun. Hein? Tu sais, moi j'aime ça vous casser votre... Non, mais en même temps, il y a des espoirs qui disent, regardez, apprenons les erreurs passées, puis si on a tiré des leçons de ce qui est arrivé. Quelle belle chronique, ça. Là, tu vois que le gars est à sa troisième quand même, hein? Il y a plus là, ça mériterait vraiment un applaudissement en Cannes, c'est bol, là, let's go! Oh, premier applaudissement en Cannes. J'ai mis le long en plus. Hey, vraiment excellent. Moi, j'ai le goût d'aller lire sur Wikipédia, j'ai le goût de lire un livre là-dessus, j'ai le goût d'écouter des films. Il y a moyen de faire une comédie musicale, me semble, avec ça. Ben, il y a des pièces, pour vrai, il y a plein d'affaires là-dessus. Il y a des pièces de théâtre, ça. Il y a une série sur Netflix que je vous conseille pas. OK? Parce que c'est une série de science-fiction, puis je l'ai écouté, puis j'ai fait, ouais. Tu sais, c'est pas... C'est quoi, perdu dans l'espace? Ouais, c'est genre perdu dans l'espace, mais dans l'Arctique, puis avec un genre de monstre, tu sais, avec tu fais comme, ah, ok, moi... J'ai un petit truc à rajouter là-dessus, là, je t'avais parlé, c'est pas long, Seb, promis que c'est pas long. Me semblait bien que tu rajouterais quelque chose là-dessus, toi. Non, mais il y a de quoi, là, un autre truc qui est super mystérieux dans le même genre, là. En 1838, Edgar Allan Poe, il a écrit un livre qui s'appelle Les aventures de Gordon Pym. Ouais. C'est un roman genre sur 4 naufragés qui manquent de nourriture qui décident de tirer à courte peur pour savoir qui va manger. Puis c'est un garçon de cabine qui est nommé, qui s'appelle Richard Parker, qui a proposé cette idée-là, qui se fait qui perd à courte peur puis se fait manger. Puis la réalité a rattrapé l'histoire en 1884, donc à peu près une cinquantaine d'années plus tard. Il y a les naufragés de la Mignonnette qui ont fait naufrage, puis affamés, ils ont mangé un moussaillon qui s'appelait Richard Parker. Puis, dans le livre, l'histoire... Ils avaient lu le livre, ils ont lu le livre, ils ont dit, ben là, il faut faire ça, tu sais. Dans le film, le Life of Pi, le tigre qui menace de manger le héros tout le long, il s'appelle Richard Parker aussi. C'est cool. Puis Amick, c'est toujours un plaisir de te recevoir, venir nous conter des histoires. Ben, c'est un plaisir d'être là. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'étais sûr, ça faisait 3 minutes que tu avais commencé. Ça fait combien de temps? Hey, je suis rendu que je me chronomètre. Là. Ma femme m'a dit que j'étais trop long aussi. Ouais, ok. Bon. D'habitude, c'est un compliment quand ta femme te dit ça, mais bon, je te dis ça de même. Là, mais... Ah! Non, c'était parfait, Michael. Merci beaucoup. C'est très cool. Puis j'espère, tu sais, fais ça, toi, là, trouve des histoires de même, puis viens nous les conter, c'est trop intéressant. Vraiment, on aime ça. Parfait. Alors, tu restes avec nous, Mick, pour comme d'habitude. le restant de l'émission. Yeah. Alors, on inviterait M. Frank V. Beauvais. Écoute ça, Frank. Ben, je pense qu'il aime ça. Je pense qu'il est content. J'aime bien ça. Hey, merci d'être avec nous autres. Je dois dire que je suis particulièrement content de te recevoir parce qu'on se connaît pas vraiment, moi et toi, mais on est amis Facebook depuis, un peu plus qu'1 an ou 2 ans? Je dirais 2 ans au moins. Ouais. Puis la petite histoire, je pense, mérite d'être racontée. Moi, je
Je trouve ça cool parce que, tu sais, vous connaissez moi et ma grand-gueule, tu sais. Je trouve que les médias régionaux, c'est un trésor national. Tu sais, on a besoin des médias pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre région. Puis la couverture de TVA à Montréal, ben je trouve que des fois, ils parlent de Montréal, mais ils parlent pas souvent des régions, puis encore moins de ma région à moi, tu sais. Fait que j'écoute les nouvelles régionales, puis je lis le journal, puis en tout cas, j'essaye, tu sais. Puis il y a à peu près 2 ans, mettons, j'y vais avec un de mes célèbres coups de gueule sur Facebook en disant « Chris, me semble qu'on serait rendu, ça serait cool qu'on ait les nouvelles régionales en HD. » Si on devrait faire un téléthon, puis acheter une GoPro, puis payer la traite à RNC Média, tu sais. Puis là, je me trouve drôle, puis il y a quelques amis qui me trouvent drôle, puis tout ça. Puis ce soir-là, je reçois un message d'un certain monsieur Frank Beauvais, qui est le directeur général de RNC Média. Mais super cool, le gars, il me dit « Ouais, tu sais, on aimerait ça aussi, puis on travaille là-dessus, là, c'est un projet, puis mais tu sais, une GoPro, ça marche pas. » Mais oui, je savais, tu sais, c'était gros, ça. Fait que, il m'a répondu, mais poliment, puis tout. Puis là, il m'a demandé d'être son ami Facebook, puis j'ai dit « Ben oui. » Puis je me suis dit « il est quand même cool, le gars. Il a un bon sens de l'humour. » Puis il est diplomate plus que moi. Puis fait que depuis ce temps-là, on se connaît pas vraiment, mais des fois, on voit les publications de l'autre, on fait j'aime, on fait un petit commentaire comme ça. Fait que voilà, merci d'être là, puis merci pour ton sens de l'humour et ton ouverture d'esprit. Ben, à l'époque, on travaillait sur le HD, justement, c'était un projet d'1 million qui était difficile à rattacher pour une petite PME, un projet des millions, 1 million, là, c'est comme vraiment important. Puis la technologie, c'est plus que les caméras. On avait déjà des caméras HD, mais on n'avait pas une régie HD. Fait que c'est ça qui coûte cher. Après ça, il faut que tu envoies finalement ce que tu produis, il faut que tu sois capable de l'envoyer sur le réseau puis tout ça. Puis j'entendais toutes sortes de choses. Tu avais raison en passant, c'est que la qualité n'était pas selon les standards attendus. Mais moi, je disais, bon, ben écoute, faut... puis, tu sais, les gens qui ont des postes dans la communauté, la SAR, c'est un marché qui existe pour RNC Média depuis toujours, ça fait 75 ans avec la radio, avec la télé. Fait on écoute ces gens-là, des fois on dit, OK, là, je pense que je vais juste y répondre, dire, regarde, je comprends ce que tu me dis, on travaille là-dessus, puis maintenant, on va réussir à se rejoindre sur une partie des attentes, en tout cas. Puis je pense qu'on l'a fait depuis, d'ailleurs, avec une meilleure qualité. Là, parce que quelques mois plus tard, à un moment donné, je rouvre ma TV, puis je regarde ça, puis je fais comme, OK, wow, c'est vraiment beau, tu sais. Je l'ai mis sur Facebook aussi, j'ai fait comme, OK, wow, là, ils viennent de me flabbergaster, tu sais. Tu sentais-tu que tu avais un petit peu de rapport là-dedans, genre, que je me suis dit, j'ai bien fait de le dire, ça lui a donné l'idée. Tu sais, fait que là, aujourd'hui, on t'a invité pas pour venir nous parler de ça, mais pour venir nous parler un peu de comment ça se passe, parce que, tu sais, pour le commun des mortels, RNC Média, on en entend parler depuis toujours, parce que tout à l'heure, on le disait en hors d'onde que ça existe depuis 1948, puis ça vient aussi de la Abitibi-Témiscamingue, tu sais. Fait que ça existe depuis longtemps, mais il y a eu des changements tu sais, il y a eu des stations de radio qui ont été vendues à d'autres entreprises. Fait que peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi RNC Média rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Ben, RNC Média, c'est la télé régionale, c'est la radio jusqu'à tout récemment qui a à travers. Avant ça, c'était un vaste réseau. Il y avait une station de radio à La Sarre, il y avait une station de radio AM à Amos, il y avait une station à Val-d'Or. Là, c'était vraiment local. Là, chaque petite municipalité avait son média local. Évidemment, comme tout ce qui s'est passé ailleurs dans le monde des communications, tu sais, la globalisation, ou comment on pourrait dire, la mondialisation des communications, fait en sorte qu'à un moment donné, tu sais, les antennes, au lieu d'en avoir 50, ben il y en a une, puis elle produit pour les 50 sites. Bon, est-ce que les gens ont perdu quelque chose à ce moment-là? Probablement, mais je veux dire, c'est une tendance qui est mondiale, nationale. CNN, il y a une antenne de CNN qui envoie ses émissions partout dans le monde, qui envoie ses bulletins de nouvelles partout dans le monde. Il n'y a pas un CNN par chaque ville américaine, il y a un CNN. Bon, on ne se compare pas à CNN, mais juste pour expliquer le concept de la globalisation. Fait que c'est sûr que pour durer, il faut s'adapter. Puis dans les médias, c'est vraiment un domaine qui est qui est challengé constamment par des forces extérieures, puis par la technologie, puis qui doit constamment se renouveler, s'adapter. Il faut être super agile dans les médias aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qui va être la menace de demain. Ce qui m'amène à vous parler un peu de la période qu'on vit présentement. Tu sais, ça illustre, c'est une crise pour tout le monde, le COVID, ce qui se passe présentement.
c'est une crise de santé publique avant tout, parce qu'il y a des gens qui décèdent de ça. Il y a des gens, il y a des drames humains derrière ça, tout ça, mais c'est aussi devenu rapidement une crise économique. Puis les médias régionaux jouent un rôle là-dedans. Puis c'est un rôle qui est un peu bizarre dans le sens où on est un service essentiel selon le gouvernement, on est un service essentiel selon la population, on est un service essentiel selon les autorités de la santé, mais on n'a plus de revenus depuis que le COVID est commencé. Les annonceurs, l'économie locale est sur pause, plus rien qui fonctionne. Donc, j'ai plus d'argent qui rentre, mais je dois continuer à faire la même chose que je faisais avant que ça commence, cette histoire-là. C'est tout un défi, puis c'est pas juste pour nous, c'est pour les autres médias régionaux aussi. Donc, l'obligation de livraison sans les revenus publicitaires associés, ça devient vraiment, vraiment, vraiment difficile. Heureusement, on commence à voir que l'économie va reprendre lentement, mais sûrement. C'est sûr que les gens, leur priorité, ça ne sera pas d'investir dans de la publicité ou d'investir dans les médias aussitôt que leur shop va ouvrir. Mais c'est vraiment préoccupant. Puis la santé économique des médias, si on veut que ça dure, tu le disais au début, depuis toujours, ça existe, puis c'est important pour faire avancer une région. La santé économique des médias est directement liée à la santé économique du milieu. Tu sais, si on dit souvent, ouais, Netflix, là, vous autres, ça doit vous faire peur. Oui, mais ce qui me fait encore plus peur, c'est que le cordonnier du coin ne vende plus rien, puis que le magasin des chaînes à la serre, tout le monde achète sur Wish au lieu d'acheter au magasin des chaînes. Ça me fait bien plus peur que Netflix. Netflix, c'est générationnel, c'est important, les gens... On ne peut pas empêcher les gens de consommer d'une autre façon des contenus. Je pense qu'il faut s'adapter, ça fait partie de la flexibilité. Mais la vitalité économique du milieu, ça ne se remplace pas tellement. Là. Amazon ne déménagera pas à Palmarol demain, là, je veux dire. Puis, étrangement, ça, Amazon et Wish et nommons-les, là, qui ramassent beaucoup de revenus, puis ils investissent en télévision pour faire des annonces. C'est comme... Ils ont besoin de la télévision pour leur stratégie de publicité, mais en même temps, ils nuisent beaucoup à l'économie locale. Fait que c'est sûr que vous allez voir plein d'initiatives. Il y en a une qui a été annoncée aujourd'hui, d'ailleurs, par la Chambre de commerce d'Abitibi-Ouest. Il y a eu la Chambre de commerce de Val-d'Or. Ça passe par une santé économique qui est forte pour garantir l'avenir des médias régionaux, parce que sinon, les médias régionaux, tout confondu, peut-être à part Radio-Canada, là, qui a du financement qui vient du gouvernement, puis qui n'a pas besoin de générer des revenus locaux, je veux dire. Là. Ben, tu sais, je veux dire, ça va être difficile d'avoir la pérennité des médias sans une santé économique forte localement. Fait que c'est pour ça on vient et on martèle ce message-là, tu sais. Vous autres, excuse, vas-y François. Sens-tu qu'il y a une ouverture là, ces temps-ci? On entend beaucoup parler d'achat local, on entend parler de ça. Puis, tu sais, je t'écoutais aussi parler de Wish puis d'Amazon là, qui sont vraiment durs, ces marchés locaux, mais aussi au niveau environnemental, là, c'est des bonnes qui n'ont pas d'allure. Là, tu sais, c'est peut-être... Mais je trouve qu'on sent une ouverture là, ces temps-ci. On entend parler d'achat local beaucoup, on entend parler d'investissement. Il y a eu le panier. Ouais, peut-être que l'achat local, on le voit plus parce que c'est notre magasin au coin. Là, tandis que les médias, on dirait qu'on comprend pas la game, puis on pense que ils font de l'argent puis que ça va bien leurs affaires. On dirait qu'on ne sait pas ça, on ne sait pas comment ça marche. Ben, c'est excellent. Et en même temps, moi, mon message aux commerçants locaux, à mes clients, mes partenaires d'affaires, c'est que moi aussi, je suis une PME. Moi aussi, j'ai eu peur avec vous autres là, quand la crise a commencé, quand le gouvernement a tout mis sur le shutdown, quand j'ai perdu tous mes revenus, quand j'ai été obligé de mettre des gens à pied temporairement. Je suis une PME au même titre que mes clients qui sont aussi des PME. On traverse exactement la même chose. Le message, c'est qu'à la fin de ça, je pense qu'on va pouvoir les aider justement à reprendre une vie économique normale, mais à condition que les gens, justement, aient cette sensibilité dont François parlait. Il y a une ouverture. Est-ce qu'on a eu assez peur, localement, régionalement, est-ce qu'on a eu assez peur pour notre économie pour vraiment dire, là, c'est vrai, là, on fait vraiment un effort pour investir dans notre communauté. Ça, c'est une autre affaire aussi. J'ai lu quelque chose qui était vraiment génial. On disait, j'encourage l'économie locale. J'encourage, là, c'est faible comme mot. Tu sais, j'encourage quelqu'un qui fait pitié un peu, tu sais. Il fait pitié. Non, j'investis dans mon économie locale parce que je veux qu'elle reste là. Puis c'est puis là, demain, ben, ça va être d'autres choses qui vont la remplacer parce que l'économie a horreur du vide. Là. Mais ça ne sera pas M. Tremblay qui exploite son magasin au coin de la rue qui est là depuis 25 ans ou 30 ans.
Puis ça sera pas non plus des produits, quelqu'un qui vous connaît quand vous passez la porte du commerce, puis c'est exactement. Ça sera pas le libraire qui connaît exactement tes goûts Cassiopée, parce que tu as besoin comme lecture pour aller au chalet. Fait que c'est un système, on est lié vraiment. Le gouvernement comprend, mais en même temps, les actions, il y a certaines bonnes actions qui sont faites, puis tout ça. Mais c'est quand même drôle parce que les investissements dans les médias régionaux provenant des villes, des municipalités, des universités, de l'université, mettons, a diminué, mettons, au fil des ans. Mais quand on décide de couper, mettons, un bulletin de nouvelles ou couper de l'information, qui nous le dit? C'est les villes, c'est les municipalités, les RRC qui nous disent « Hey, là, l'information régionale, c'est important. » Ben oui, je suis d'accord, mais ça coûte du blé, ça coûte du fric. Nous autres, on veut qu'il y ait un journaliste qui vienne en Abitibi-Ouest et qui couvre le territoire, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, comme le petit Rémi Saint-Amand, excusez les petits, mais c'est ce que je l'ai connu en secondaire 2, là. Mais tu sais, moi, quand il est arrivé, j'ai fait comme « quelqu'un de la place! » Tu sais, j'étais content de le voir arriver, puis j'ai fait, il connaît le monde, tu sais, il a vécu dans... Ça, c'est important, je trouve, aussi. Tu sais, c'est comme tu disais, hey, Sébastien, tu sais, moi, tu sais, quand je le regarde à la TV, je fais qu'on le connaît, puis c'est ça l'importance de la télévision régionale, de la radio aussi, puis tu sais, tout ça, là. C'est qu'on se reconnaît dans ces gens-là, ce que je verrai jamais quand j'écoute le TBA Nouvelle de 18h avec, je sais pas qui, parce que je l'écoute même pas, là, tu sais. Mais, non, mais c'est vrai, là, moi, quand je Rémi Saint-Amand, c'est le gars que j'ai connu, tu sais, c'est pas... Tu penses-tu qu'une solution, ça serait de taxer, par exemple, Facebook, qui est probablement un de vos compétiteurs, ils doivent vous bouffer aussi du revenu de publicité, puis c'est une grosse compagnie, tu sais, c'est une immense compagnie qui est un peu au-dessus, on a l'impression qu'ils sont un peu au-dessus des gouvernements, tu sais, ils font leur loi un peu, tu sais. Penses-tu que c'est gratuit aussi, là, tu sais, pratiquement, là, tu sais, c'est difficile de se battre contre ça. Je voulais te poser une question là-dessus. Penses-tu qu'il pourrait avoir un genre de taxe qui serait ensuite reversée pour soutenir nos médias chez nous, peut-être? Ouais, il y a différentes pistes qui sont, tu sais, il y a eu une commission sur l'avenir des médias, je pense que c'est intéressant, les gens ont entendu plusieurs points de vue. Il y a des possibilités aussi de donner des crédits d'impôt. C'est pas en vigueur, là, mais un des scénarios qui serait intéressant, c'est que si toi, tu as une entreprise, Sébastien, puis que tu décides de mettre ta publicité 5 000 $ par année sur Facebook ou sur Google Ads, ben c'est beau pour toi, tant pis pour toi. Mais si tu mets 5 000 $ dans les médias régionaux, tu as un crédit d'impôt, par exemple, équivalent à 50 %. Genre, tu viens récupérer 50 % de ta mise par un crédit d'impôt gouvernemental. Ça pourrait être intéressant d'une certaine façon. Il y a plusieurs modèles qui sont installés, mais faut, en bout de ligne, que notre économie locale, que notre écosystème soit fort pour que les médias régionaux continuent à pouvoir exister, puis continuent à pouvoir... il y a comme un système là où j'encourage le commerçant local. Le commerçant local m'encourage. Et tout le monde y trouve son compte. Les auditeurs trouvent leur compte dans la qualité de l'information ou la qualité des produits qui sont produits, parce que ça prend de l'argent. Puis, les commerçants ou les clients trouvent la qualité dans ce qu'il y a dans les magasins localement. C'est intimement lié, là. Ouais. On voit sûrement un peu la même chose avec les médias papier, notre fameux citoyen régional, puis tout ça, tu sais. Ça aussi, j'ai l'impression que il y en avait comme 2 avant, là, il y en a un maintenant. Je comprends que les temps doivent être difficiles pour eux autres aussi, tu sais. Puis il y a une question aussi peut-être de le fameux Publisac, là, puis ces affaires-là, mais il me semble que c'est nébuleux puis qu'on connaît pas ça, tu sais. Ça a changé de main, j'ai l'impression, de 4-5 fois en 3 ans, notre journal régional. Fait que là, on dirait qu'on est déconnecté, puis des fois, on a l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient nous faire un journal ici, alors que le contenu il est vraiment important pour nous autres, là. On a besoin de ce contenu-là, tu sais. Puis les contenus sont généralement locaux. Des contenus qui... Tu sais, tantôt, tu disais c'est important de reconnaître le gars qui parle à la TV. Oui, mais c'est encore plus important de connaître ce qu'il dit, ce qu'il raconte. Est-ce qu'il parle vraiment de quelque chose qui te préoccupe, que personne d'autre va parler parce que il n'y a pas d'intérêt, puis ils sont pas sur place, tu sais, les médias de Montréal sont montréalais, il ne faut pas se le dire. Même la télé nationale, souvent, elle est surtout montréalaise, tu sais. Puis... il y a juste une façon de pouvoir continuer à
sais, les médias électroniques traditionnels vont survivre tant qu'ils vont parler de ce qui se passe dans leur milieu. Là, hey, moi, j'ai une question peut-être un peu dure, là. On la coupera sinon. Mais tu sais, on parle de la compétition avec les grosses places, mais tu sais, moi, je vous écoute parler depuis tantôt, puis je me dis, tu sais, je fais un petit peu, moi, partie du problème. Moi, je suis quelqu'un depuis, mettons, 5 ans, là. Tu sais, c'est des trucs qu'on a clairés, là, nous autres, la télé. Puis j'ai vraiment changé ma manière de consommer mettons, mes films puis mon actualité. Puis j'ai l'impression que c'est une mode, là. C'est quelque chose qui s'en vient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui font ça, fait que ça l'aide pas. Mais en même temps, moi, j'ai remarqué dans le monde, avant l'Internet, avant que tout ça prenne beaucoup de place, je trouvais qu'il n'y avait pas une grande ouverture, mettons, des médias traditionnels, télé, journaux, en tout cas. Tu sais, exemple, mettons, nous autres, on pouvait faire un projet. Exemple, on avait 6 000 $ de budget pour organiser un spectacle, mais si on voulait se faire une pub qui avait de l'allure pour ça, ça en coûtait 5 000. Puis là, il fallait qu'on paye, mettons, 25 musiciens, plus des techniciens avec l'argent qui restait. Puis on était un peu pogné là-dedans. Tu sais, si tu voulais faire parler de ton événement, il fallait que tu passes par là. Puis là, j'ai l'impression que c'est comme tu sais, ça a été gardé pendant longtemps, ce genre de petit monopole-là. Puis là, quand Facebook est arrivé avec ça, là, c'est un petit peu, ils ont donné un coup de pied dans la ruche, puis j'ai l'impression que les médias traditionnels n'étaient pas prêts à ça, puis là, ils se font beaucoup rentrer dedans. Tu sais, le changement, là, il s'est opéré vraiment rapidement. Puis les clients, mettons, comme moi, qui fait partie du problème, mais on a tourné, là. Tu sais, moi, ça me manque plus la télé, là, mais je trouve ça plat parce que je vous écoute parler aujourd'hui puis je me rends compte de l'importance de ça. Et là, je fais comme, si tu sais... Puis là, ben, si tu veux aller voir le contenu, ben, il faut que tu ailles sur les sites Internet des stations régionales, tu sais. Fait que ça demande un espèce d'effort supplémentaire, là, tu sais. Il faut que tu ailles chercher ton contenu. Il n'y a pas grand-chose d'exclusif. C'est sûr, mettons, les nouvelles régionales, oui, là, mais sinon, il y a moins de trucs exclusifs là, qui peut être un incitatif, mettons, pour un client comme moi. Là. Je comprends ce que tu dis, puis quand je parlais de devoir s'adapter aussi, là, c'est justement ça, devoir s'adapter à où est-ce que moi je vais aller te rejoindre. Là, est-ce que un jour ça va être sur YouTube que les bulletins de nouvelles vont être diffusés, sur... j'en ai aucune idée. Instagram, TikTok, name it, là, je veux dire, il y a plein de plateformes. Au moment où on se parle, il y a quelqu'un qui est en train d'inventer une plateforme dans son garage qui va peut-être être la plateforme où toutes les bulletins de nouvelles du monde entier vont être disponibles. Ouais. Puis que toi, tu vas avoir un channel, tu vas recevoir ça sur ton Messenger, puis tes nouvelles vont être là. C'est notre job de rendre ça facile pour les gens qui ont choisi d'autres méthodes alternatives, d'autres méthodes pour consommer leurs médias. T'sais. Mais il reste que la télé régionale, ça c'est une bonne nouvelle, la télé régionale, on se demande dans toute cette histoire-là, les médias traditionnels, où est-ce qu'ils s'en vont, la télé régionale est encore fortement consommée en Abitibi. C'est beaucoup propre à l'Abitibi aussi, dans le sens où, quand on reçoit nos sondages, là, on voit les émissions, mettons, Révolution à TVA. Peut-être que vous n'écoutez pas ça, mais il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui écoutent ça le dimanche soir ou whatever. Ben là, l'émission, après, en termes de quart d'heure d'écoute, c'est le TVA, Abitibi, Témiscamingue. C'est le bulletin de nouvelles le plus écouté au Québec, toute proportion de marché gardée. Fait que, il y a encore de l'écoute de télé. Ouais. C'est notre job d'être créatif et d'aller vous rejoindre où est-ce que vous allez être présentement ou demain. T'sais. Ça fait partie de la capacité de s'adapter. Mais on parle de technologie, on parle de gros investissements souvent. On est déjà sur Facebook, on est déjà sur Instagram, on est déjà... Mais diffuser le contenu demain, où est-ce que ça va être les nouvelles? Qu'est-ce qui va remplacer la télé d'ici 10 ans? Ben, tu sais, la télé est riche d'une expérience aussi. Puis là, dans les plateformes de diffusion continue, il y a un joyeux bordel qui est en train de se créer là parce que si on recule de 2 ans, tu avais Netflix. Tu t'abonnes à Netflix, tu fais comme, moi, ça me coûte 100$ pour ma télé. Là, à 10$, j'ai Netflix, puis j'ai plein de films, puis plein d'affaires. Puis là, je peux lire, mettons, mes articles sur Facebook gratuitement. Fait que là, c'était big deal. Mais là, à cette heure, on est rendu avec... il y a un paquet, là, Google a sa plateforme, Amazon a sa plateforme, Crave, il y en a un paquet. Puis là, si tu veux avoir accès à toutes
les trucs qu'ils proposent, ben là, ça te prend 8 abonnements, 9 abonnements qui sont tous à 10-15$ par mois. Fait que j'ai l'impression, tu sais, qu'il y a une brèche, là. Ils sont affaiblis. Le modèle a bien fonctionné, tout le monde a voulu le faire, puis là, ça traîne de la patte. Fait que, tu sais, je me dis peut-être que la télé peut tirer son épingle du jeu ou, tu sais, c'est un genre de panier où tu mets tes choses dedans, tu sais, peut-être qu'il pourrait être un genre de vecteur de tout ça éventuellement parce que, tu sais, c'est ça. Je pense que la fermeture un peu des télés, tu sais, exemple, mettons, mes parents qui veulent juste consommer de la télé en français sont obligés de prendre le forfait avec les 350 postes, qui en a 21 en français. Ouais. Là, quand ma mère a dit, moi, j'écoute juste 6 postes, c'est pas grave, tu prends le forfait avec les 325 postes, tu sais. Ouais, qui coûte 85$, là, tu sais. Ouais, c'est peut-être ça, là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. En même temps, je vous challengerais, les gars, dans le sens où si vous me dites, moi, j'écoute juste Netflix, ben, ça te prend quand même le câble à 80$ par mois pour pouvoir écouter ton Netflix. Je veux dire, t'écoutes pas ça sur ton forfait de téléphone, tu sais. Je veux dire, faut que tu payes pour avoir accès à la technologie, tu sais, d'une façon ou de l'autre. C'est sûr que la job, pour durer dans le temps, c'est de démocratiser les contenus puis d'être capable d'être sur les plateformes où est-ce que les gens vont aller nous consommer, tu sais. On pourrait peut-être rêver d'un genre de Patreon là, avec la diffusion des bulletins de nouvelles régionaux. Fait que tu t'abonnes mensuellement puis tu as le droit d'aller sur un channel privé puis d'aller écouter tes nouvelles régionales. Peut-être que ça permettrait de rejoindre une génération qui, là, a comme un peu abandonné la télé traditionnelle. Une génération aussi, juste pour ajouter à ce que tu dis, Seb, qu'il y a beaucoup de difficultés à trouver de l'information pertinente. Là, je pense que c'est une génération... Oui, puis des vrais journalistes qui font du travail, du vrai un journal télévisé a ça de bon en soi. Il y a une adresse, c'est des gens avec le visage qui sont là. Fait que, puis ils ont étudié là-dedans aussi un peu. Là, exactement. Puis des gros budgets, parce que quelqu'un qui va aller couvrir un événement à quelque part, puis qu'il faut qu'il y ait un caméraman, un truck, versus quelqu'un qui se promène avec sa Ford Escort, puis ses opinions, là, tu sais, c'est difficile de battre contre ça. Dans un monde où les gens font pas la différence entre une chronique puis un reportage, là. Ouais. Je fais confiance, par exemple, que les gens finissent par faire la différence entre... c'est ça que je me disais aussi, tu sais. Espérons. Certains médias et d'autres, je veux dire, on est tout le temps... Écoute, on est tout le temps sous la loupe, on est toujours... puis les gens, ça c'est une autre raison aussi, qui est une autre information qui est stimulante pour ceux qui travaillent dans ce domaine-là, c'est que quand il y a une erreur technique, quand il y a des problèmes, quand il y a un reportage qui est mal ficelé, là, on le sait, ça prend pas de temps. Là. Je reçois sur Messenger, ça prend 20 secondes. Il y a quelqu'un qui me dit « Hey, mes nouvelles n'ont pas démarré à 57 ce soir. » Tu veux dire que c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai compris ma leçon. Le feedback est direct. Des fois, c'est lourd, mais en même temps, tu te dis « Crime, je suis content. » Ça veut dire que les gens, pour les gens, c'est important. Parce que j'ai déjà travaillé dans d'autres médias où il y a des choses qui arrivaient puis que c'était comme lancer une roche dans un puits, là, que on n'a pas entendu parler, fait que ça doit être correct, tu sais. Je peux vous dire que nous, on en entend parler, en tout cas. Puis vous répondez aux critiques aussi, c'est bon. Non, on fait de l'éducation populaire. C'est bon. Je suis content de l'entrevue avec toi, Frank, là, et c'est vraiment intéressant. Moi, j'en ai appris beaucoup. J'étais convaincu, moi, que Sébastien t'avait invité juste pour te faire part de sa liste de recommandations. Finalement, non. Non, je dois dire que je trouve que là, son sacoche, là. Pour vrai, là, au niveau des images sont belles, c'est clair, tout ça. Puis on est chanceux parce qu'on a une couverture. Tu sais, moi, j'ai tout le temps peur. Moi, je suis un gars d'Abitibi-Ouest maintenant, depuis 20 ans. Tout le temps peur que Rouen parle de Rouen, un peu comme Montréal fait, là, tu sais, puis qu'il oublie le reste de la région. Fait que ça, dans le temps, c'était mon ami Denis, là, qui faisait le tour, puis qui dit ça, tu sais, puis Denis, des fois, il me disait, là, Sébastien, tu sais, j'ai besoin d'un sujet, tu veux-tu me parler? Puis là, des fois, je me disais, pas encore moins, là, tu sais, mais OK, je vais essayer de t'aider si j'ai quelque chose à dire, tu sais, parce que c'est important qu'on ait quelqu'un qui se déplace, qui vienne chez nous, qui parle de l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi de l'Abitibi-Ouest, tu sais, de qu'est-ce qui se passe chez nous, tu sais. Ouais. Vous avez quelqu'un de la place puis qui est disponible puis qui demande juste ça, d'avoir de l'information, puis ce sera à lui de faire le tri de ce qui est important, ce qui l'est moins, puis tu sais, dans le fond, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi, là, tu sais. D'habitude, il nous dit que c'est toi, par exemple, qui veut pas qui couvre tel sujet ou tel sujet. Vas-y.
Ben, c'est un timing, tu sais, pour un directeur, il y a un moment quand même challengeant avec la COVID, puis avant aussi, tu sais, on le sent, là, que quand même, vous avez comme une espèce de nouveau contexte, puis il faut vous adapter, puis un peu révolutionner le modèle traditionnel. Là, la COVID, ça tombe par-dessus ça, fait que ça fait comme deux prises, tu sais. Fait que quelque part, il y a un stress là-dedans, puis il doit y avoir quand même une petite inquiétude, puis je pense que vous avez été obligé de mettre quelques personnes à pied récemment, tu sais. C'est pas facile pour un gestionnaire de prendre ces décisions-là. Puis en même temps, il y a peut-être des nouvelles opportunités. Tu sais, il y a peut-être une nouvelle, comme tu dis, il y a peut-être quelqu'un dans son garage en train d'inventer la nouvelle plateforme qui va vous permettre de passer à une étape complètement différente aussi, puis de regagner le cœur des plus jeunes, puis tout ça, tu sais. C'est pas facile, tu l'as bien dit, c'est pas facile pour ceux qui ont perdu leur emploi momentanément, mais c'est pas facile pour ceux qui ont resté aussi, puis qui tiennent le fort. Tu sais, j'ai des journalistes qui, à chaque jour, là, nerveux, pas nerveux, distanciation sociale ou non, ils font leur job là, à chaque jour, là, tu sais, ils se présentent au travail parce qu'on est comme un service essentiel, même si dans les faits, il n'y a pas personne qui va mourir si on ne fait pas de nouvelles, là. Mais je veux dire, ces gens-là, à chaque jour, se présentent, puis c'est vraiment fier de cette équipe-là, dans le sens où, puis vraiment fier des médias en général, dans le sens où ils sont allés au BAP, ils sont comme investis de cette mission-là sans prétention, puis ils font leur travail à chaque jour. Ça n'a rien à voir avec les travailleurs de la santé, là. Je veux quand même garder les proportions justes, là, mais il reste quand même que les gens ne se posent pas trop de questions, ouvrent la télé, ou Facebook, ou autre chose, puis ils voient un contenu de nouvelles, puis ils se posent pas vraiment la question comment ça se fait que c'est là, tu sais. C'est là parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, puis dans un contexte qui est très difficile, puis dans un contexte économique présentement, qui est très difficile pour les entreprises de presse régionales aussi. Dans un monde qui change à vitesse grand V aussi. Ouais, c'est ça. Les changements qui s'opéraient sur 30 ans avant s'opèrent sur 5 ans à ce stade. Puis là, avec la COVID, ils vont s'opérer sur 1 an et demi. C'est ça. Puis il faut que tout le monde s'adapte. Puis des fois, tu penses à personne qui ça fait 25 ans qu'il travaille là-dedans, là, puis qu'il faut qu'il change bout pour bout ses manières de fonctionner. C'est pas facile, mais moi, je sens une super de belle ouverture de votre part, puis je trouve ça encourageant. Ouais. Fait que, tu sais, si jamais, mettons, tu as besoin de faire une nouvelle émission là, à ta télé, là, puis tu cherches 2 animateurs, écoute, donne-nous encore 5-6 ans, on va venir pas mal bon, je pense. Hein? Je me demandais de qui tu allais parler, je me disais peut-être qu'il en connaît. Merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. J'étais vraiment content. Cool. Merci. Une belle émission. À chaque fois, je dis c'est ma préférée, celle-là. À chaque fois, je fais comme, wow, c'est cool, pour vrai, vous êtes vraiment bon. T'es positif, toi. Puis, en politique. Je suis déjà un politicien, tu savais, hein? Municipal, mais bon, c'est correct. Ouais, c'est ceux qui ont le plus de pouvoir, des fois. Tu vois, on parle de révolutionner les plateformes. Là. Depuis mardi cette semaine, le conseil municipal de la Sarre est maintenant sur Facebook. Puis, à un moment donné, il y avait 99, Cassiope, tu checkais ça toi aussi, hein? Il y avait 99 personnes qui regardaient ça en live sur Facebook. Puis j'ai regardé, puis il y en avait au moins le 3/4 que c'est du monde que je connais, ou donc des plus jeunes. Alors qu'au conseil municipal, habituellement, c'est du monde de 60 ans et plus, là, tu sais, faut pas se le cacher, là, à part si, à un moment donné, il y a un jeune couple, là, que là, ils ont une demande spéciale, puis ils se présentent au conseil, mais c'est une fois dans l'année qu'on voit ça, tu sais. Fait que peut-être que cette façon-là aussi de faire différente à cause de la COVID va nous amener aussi peut-être à changer nos façons de faire. Et voilà, tu sais, on continue d'évoluer. Et merci beaucoup tout le monde. On est à la fin de notre épisode numéro 12. Merci Cassiope Bois pour tes belles suggestions de lecture et ton beau poème. Je vais essayer de le retrouver. Puis je vais essayer d'imaginer ta douce voix quand je vais le lire chez moi. Merci Michael. Ah oui, c'est vrai! Merci, Michael Plamondon, pour l'aventure incroyable là, des survivants. Inspirant pour nous autres quand même, tu sais. Prochain épisode, je vais mettre des petites cannes de conserve à côté de ma photo de M. Arruda, avec du plomb sur le top. Un qui essaye les cannes de plomb, puis l'autre les galettes pourries. On lance un défi sur Facebook, c'est populaire, là, tu sais. Ouais. Puis merci Frank. C'est-tu Frank? T'es-tu né Frank ou bien c'est un genre de surnom qui t'a collé un peu comme moi avec Sébastien? Quand je suis né, j'avais pas de nom, Sébastien. C'est après, ils m'ont baptisé, là, mais c'est mon vrai nom, c'est Francis. Ah bon, tu vois, des fois il y a des François, des Francis. Si tu googles Francis Beauvais,
tu vas voir que c'est un top modèle de sous-vêtements masculin. Ah, OK. Fait que là, Je voulais pas qu'il y ait de... Oui, c'est pour Victor. C'est mon nom de baptême, genre. Ouais, ben moi, c'est Vincent, c'est mon nom de baptême aussi. Wow. Hey, on apprend toutes les affaires ici, hein? C'était vraiment intéressant. Alors, hey, moi, là, sur ça, là, on peut... moi, je vais closer l'émission. Libre à vous, là, si vous voulez rester, jaser après. Ça va être disponible là, pour nos membres Patreon, si on avait un Patreon. Merci beaucoup, tout le monde. Oui, salut tout le monde. Merci.